Bienvenue dans ce webinaire du CRIP et de Netmetrics. Le sujet du jour, l'observabilité réseau au service des équipes NetOps et SecOps. Pour traiter ce sujet, je laisserai la parole dans un instant donc, à Stéphano, Laurent et Olivier, dès qu'il nous rejoindra. N'hésitez pas à utiliser ce chat tout au long de la session pour y poser vos questions, vos remarques, et nos trois intervenants y répondront avec plaisir. Et Stéphano, je vous laisse du coup la parole. Ok, merci Lucie. En fait, je prends la parole pour Olivier ici. Olivier, c'est le chef l'administrateur de Netmetrics France. Et je pense que s'il pourra se connecter, puis après, il vous donnera un peu d'informations sur lui-même. Puis moi, quant à moi, je suis Stefano Di Stasio, je suis account executive chez Viavi Solutions, pour la partie qui concerne Network Performance Monitoring et Diagnostics. Et puis on a ici Laurent Dourou. Laurent, tu veux t'introduire? Bonjour à toutes et tous, Laurent Duru, oui, c'est Lugos. Nous, on intervient aujourd'hui en tant qu'utilisateur des solutions, un retour d'expérience sur l'observabilité réseau. Parfait, merci. Merci Laurent. Donc, je démarre. En fait, on a un peu de retard. Désolé pour ça. En fait, on a des soucis techniques. Et donc, Olivier allait vous introduire dans le contexte un peu plus large de l'observabilité. Puis, on a des différentes sessions auxquelles je vais les couvrir plus tard et Laurent aussi. Donc, on démarre en parlant de l'observabilité en général. En fait, on vous donnera un peu une idée des différents composants et des différents objectifs qu'on veut rajouter avec, en utilisant de l'observabilité réseau et de l'observabilité plus générale dans des contextes ICT, donc infrastructure, communication and information technology. Puis pour la partie sur laquelle je vais vous donner des informations, je ferai une brève introduction sur les NIS2 et DORA, qui sont deux des régulations récemment sorties par l'initiative de l'Union européenne, des différents régulateurs en fait dedans. Et on a des autres, en fait, on a le Cyber Resiliency Act et d'autres, mais en fait, on va se focaliser sur ces deux et puis en fait sur la résilience surtout. Et je vous expliquerai pourquoi. Puis, je vais vous expliquer, je vais parler de l'observabilité réseau spécifique, donc un des contextes dedans la plus large topic de l'observabilité. Et puis, je donnerai la parole à Laurent, qui vous présentera la méthodologie IT. Je trouve toujours très intéressant la présentation de Laurent. Je pense que vous allez la trouver aussi très informative. Et il vous donnera des cas d'usage, en fait, sur des clients communs qu'on a, nous, chez Viavi et Lugos. Et puis, on arrivera à parler en fait, du passage de l'observabilité réseau au plus large contexte, encore une fois, de l'observabilité IT. Donc, on touchera plusieurs fois, en fait, ces liens entre les différents niveaux d'observabilité et les objectifs qu'on veut gagner. Donc, je démarre avec qu'est-ce que c'est l'observabilité. Donc, en fait, comme vous voyez, c'est bien synthétisé dans la slide. C'est un peu une façon d'avoir de la visibilité dans ce que c'est pas obvious, ce que c'est pas clair nécessairement, parce qu'en fait, on aperçoit les résultats et ce qui vient des services et de l'infrastructure qu'on utilise, mais savoir ce qu'il y a dedans, en fait, est clé pour pouvoir, puis, par exemple, répondre dans le contexte des régulations que je mentionnerai après. Le sujet est beaucoup utilisé dans des différents contextes, en fait, et dans les contextes informatiques,
est lié à la diagnostic et à la résolution des problèmes. OK. Donc, je vais sur la suivante. Et ici, on démarre en introduisant quelqu'un des composants et puis je en rajouterai un autre. Donc, l'observabilité réseau qui permet de surveiller en fait et d'analyser les trafics réseau. La résilience, bien sûr, c'est un des objectifs. Puis il y a la sécurité et la continuité opérationnelle. Puis on a ce qu'on appelle une observabilité applicative qui surveille les performances et le comportement applicatif. Finalement, on a l'observabilité infrastructurelle qui implique la surveillance des ressources matérielles, virtuelles, physiques, les serveurs, les clouds aussi. On se répète un peu ici, mais en fait, il faut être conscient qu'attaché à ça, il n'y a pas seulement des différents éditeurs, des différentes infrastructures, mais il y a même des différents utilisateurs. Donc, c'est important en fait, de créer un lien entre les différents niveaux de solvabilité parce que, par exemple, un des obstacles qu'on voit toujours, c'est qu'il y a des silos, non? Des difficultés de communication entre les différents utilisateurs. Quand, en fait, les résultats finaux viennent d'une efficacité et d'une efficience opérationnelle qui couvre tous les différents domaines en parallèle. Oui, donc, pour avancer sur le sujet, qu'est-ce qu'on peut utiliser en fait pour obtenir ce niveau de conscience de ce que c'est en train de passer dedans les machines et les processus en fait qui nous aident. On peut utiliser bien sûr des logs qui viennent de différents systèmes. On a des métriques qu'on peut mesurer par exemple dans le réseau. Donc, ce sont des choses qu'on capture, on analyse et on comprend dans les opérations. Et puis, on a des traces en fait liées au parcours en fait des différentes requêtes quand il a travers les différentes ressources. On peut même rajouter en fait un sujet qui est très très important aujourd'hui, que c'est la open telemetry aussi. Donc de la standardisation qui permet en fait de donner de la visibilité avec des maîtrises qui ne sont pas en fait au niveau ponctuel de chaque transaction, mais qui sont de tout quand même en agrégation très informatif de ce que c'est les niveaux internels des systèmes. Puis Laurent vous donnera en fait plus d'informations, je pense, sur ces sujets. Donc, ici, Laurent allait vous donner en fait un peu de différence entre ce que c'est la monitoring et ce que c'est en fait l'observabilité. Donc, je pense que cela touche ce que j'ai mentionné avant. Donc, pour monitoring, il faut aller maîtriser, collecter des métriques sur les systèmes, comme l'utilisation des CPU, la charge moyenne et le nombre de requêtes HTTP, par exemple, dans les contextes réseau. Donc, et puis, l'observabilité prend tout ça en considération, mais il rajoute aussi des autres données qui sont, par exemple, données dans les produits. Olivier, bienvenue. Tu veux suivre sur la Ouais, présentation? je suis vraiment désolé, j'ai problème de performance au niveau de mon PC, justement. OK. Donc, et tu veux que je reprenne la Ah, main je pense ou que si tu peux compléter ton parti, puis on se passe la main, c'est bien. Je suis arrivé, comme tu vois, à la comparaison entre monitoring et observabilité. Et je ne sais pas si tu as OK. quelque chose à ajouter sur cela. Ou... Non, bah, principalement, en fait, la grosse différence entre le monitoring et l'observabilité, c'est qu'avec, par exemple, juste pour vous donner un exemple concret, dans un système distribué complexe,
un simple indicateur de performance, comme vous l'indiquez, Stéphano, charge CPU, par exemple, peut montrer que le temps de réponse d'une application est élevé. Ça, c'est du monitoring. Mais par contre, en aucun cas, cela va vous indiquer pourquoi cette charge CPU est montée en flèche. Donc, en fait, la partie observabilité va compléter et va, on va dire, chapeauter la partie monitoring en vous donnant une réponse sur le pourquoi. Ça, c'est un petit peu pour résumer ce qui a été dit. Et en fait, oui, aussi, l'observabilité vous permet d'explorer toutes les interactions complexes qu'il peut y avoir au niveau de votre système d'information pour identifier une cause réelle d'un problème. Ah oui, c'est à moi de passer les slides. Excusez-moi, j'arrive un petit peu en retard. Alors, à qui s'adressent les solutions d'observabilité? Donc, en fait, la solution d'observabilité, c'est une solution qui est transverse et qui s'adresse à différents métiers. Alors, on va retrouver bien sûr les développeurs d'applications pour diagnostiquer les problèmes de performance et améliorer le code en continu. Les équipes admin système pour surveiller et maintenir la santé des infrastructures. Côté cybersécu, on va retrouver, on va pouvoir utiliser ce type de solution pour détecter et analyser les incidents de sécurité. Les responsables d'application pour comprendre l'expérience utilisateur et optimiser les fonctionnalités. Et les analystes de données pour extraire des insights et améliorer les processus décisionnels, etc., etc. On pourrait rajouter d'autres métiers à l'utilisation de l'observabilité. Donc, ce type de solution est vraiment une solution complètement transverse. Je vais laisser la main à Stéphano. Avant de lui laisser la main, ce que je vous propose, c'est qu'on va vous poser quelques questions sur l'observabilité en général. C'est un petit sondage. Si vous pouviez y répondre rapidement avant de passer sur le slide de Stéphano. On va vous laisser quelques secondes. OK, Stéphano, je démarre, c'est pas un problème. OK, très bien, merci Olivier. Donc, comme je vous anticipé avant, je vais parler surtout avec un focus sur les nouvelles régulations concernant en fait la résilience. Il y a des autres, comme je disais, Cyber Resilience Act et d'autres. Les NOR et le NIS 2 sont focalisés sur les infrastructures critiques et les DORA surtout spécifiquement pour les secteurs financiers. Donc, pourquoi la résilience en fait? Cela sera la première chose que je vais toucher. Puis, je vais en fait, bref, parler de ce qu'on fait nous chez Viavi avec notre solution pour vous aider dans les contextes. Et finalement, je vais mentionner en fait un peu comme j'ai déjà anticipé comment l'efficience et l'efficacité opérationnelle aident dans les contextes des régulations. Donc, on démarre avec par exemple, c'est là la slide que vous voyez, la diapositive. Elle parle des contraintes temporaires. Okay. Donc, dans les contextes, c'est nécessaire pour pouvoir être compliant avec cette régulation, il faut pouvoir répondre. Il y a différentes phases, comme vous voyez, les 24 heures, les 72, les mois ou la semaine d'après. Et pourquoi ça? Donc, parce que dans le cas d'un incident, et du début, c'est difficile à comprendre en fait si c'est un incident lié à un cyberattaque ou un incident lié à une erreur humaine, à une erreur liée à, par exemple, de performance ou une autre erreur liée à machine ou à un processus qui a été mal
gérer. Et donc, il faut analyser l'incident vite, 24 heures, comprendre en fait qui sont les utilisateurs, les données et les services critiques impactés pour ce service et pour cet incident. Et tout ça, en fait, pour évaluer la gravité et pour prendre une décision. S'il faut impliquer, par exemple, les contrôleurs XIRT, par exemple, ou pas. Donc, première décision, très vite à prendre. Il vous faut avoir des informations, des données pour prendre ces décisions. Puis, la deuxième partie, c'est, parce que c'est là, les 24 heures, c'est seulement le début de l'histoire, il vous faut en fait répondre et soutenir l'investigation, donner les informations nécessaires à, qui vous aide. Donc, par exemple, comme je disais avant, peut-être l'EXIRT ou l'Agence nationale pour la cybersécurité. Ça dépendra en fait dans le contexte du NIS de l'implémentation nationale du règlement. En fait, c'est là, la NIS 2, c'est un directif, donc il faudra en fait que chaque pays la prenne en compte dans son loi nationale. Et finalement, en fait, après, il vous faut en fait faire une analyse plus au fond, une analyse qu'on appelle post-mortem, dans lesquelles en fait, il faut confirmer que les cas soient clos. C'est possible, parce qu'en fait, ça dépend de la cyber chain, de la kill chain, si c'est une attaque cyber security. Il faut comprendre si au-dessous de la surface, en fait, il y a des autres choses, de l'exfiltrage de données ou d'autres soucis. Et il faudra en fait finalement mettre en place des actions correctives et reprendre l'opération comme toujours. Qu'est-ce qui passe si vous ne pouvez pas répondre à cette requirement en temps, comme un temps? En fait, il y a des soucis, il y a des pénalités, bien sûr, il y a des amendes. L'amende, par exemple, peut être d'au moins 10 millions d'euros ou 2% de la chiffre d'affaires annuelle mondiale de l'entreprise. Mais puis, c'est pas ça seulement. Il y a de la responsabilité personnelle de l'administration et bien sûr, il y a aussi des problèmes de réputation. Je reviendrai sur ça parce qu'en fait, c'est un peu la raison pour laquelle c'est tant important d'avoir une réponse efficace et tempiste. Parce qu'en fait, la qualité de la réponse vient de la complétude des données, de la pertinence et de la rapidité avec laquelle c'est possible de les récupérer. Et la qualité de la réponse, en fait, comme ça vous aide à répondre et à maintenir la confiance de votre board, des administrateurs, de votre client, bien sûr, et même de l'autorité. Donc, tout ça, c'est ce que c'est au STEC, c'est que c'est dans les périmètres d'importance de ça. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire comme Viavi? Viavi est un expert réseau. En fait, nous sommes dans l'entière chaîne de développement, mise en œuvre et opération des réseaux. Et en fait, obtenir ce que je viens de dire, c'est pas simple dans les contextes de votre réseau, soit dans les contextes des services critiques, soit dans les contextes des services financiers. Et, donc, si dans le passé, avoir des moyennes, des solutions d'observabilité, vous pouvez aider à gagner en fait un avantage opérationnel sur votre compétiteur, parce qu'en fait, il vous amenait à résoudre les soucis, les problèmes qui passaient plus vite et avec moins besoin de ressources très compétentes pour le faire. Maintenant, c'est plus optionnel, c'est quelque chose qu'il vous faut. Et en fait, comme le sujet ici, c'est la résilience, on comprend bien qu'on n'est pas en train de parler de quelque chose qui peut passer, mais c'est quelque chose qu'on sait et les régulateurs sachent qu'il passera.
la réponse, c'est clé. Donc, quand il arrive, il faut être prêt. Donc, quant à nous, qu'est-ce qu'on fait et quel est le contexte au niveau plus technique? Donc, on commence à entrer dans les détails. Donc, première chose, les services critiques sont aussi des services complexes. Vous le savez très bien, en fait. Il y a de l'interopérabilité entre des différentes technologies, composants, des différents éditeurs qui vous donnent en fait l'infrastructure aussi. Même le réseau est segmenté. Espérablement, il y a en place un modèle Zero Trust. Ils sont bien sûr aussi hybrides. Il y a du cloud, il y a des sites remotes. Bien sûr, il y aura les data centers. Peut-être vous avez aussi du OT. Et finalement aussi, on a même des technologies très, très anciennes. Par exemple, si je pense au secteur bancaire, il y a les cash machines qui peuvent avoir de la technologie qui date de plusieurs années dans le passé. Donc, on peut bien dire que tout cela est obfusqué. Et même peut-être obfusqué by design, pour de bonnes raisons et pour de mauvaises raisons, comme je viens de mentionner. Donc, comment c'est possible de comprendre tout ce qui s'est connecté et ce qui s'est transmis dans un réseau comme ça? Et comment c'est possible de comprendre en fait toutes les interdépendances entre les différentes composantes des services complexes sur lesquels je viens de parler? Ce que nous, de Viavi, nous disons, c'est qu'en fait, ce qu'il vous faut, c'est une solution de système expert réseau qui soit capable de collectionner en temps réel, analyser, corréler, enrichir et surtout de rajouter des index aux données que vous voyez. Parce qu'en fait, comme on a vu avant, le tempisme, la possibilité de récupérer les données est autant important que les autres, que de les avoir les données et que les données soient en fait pertinentes sur le sujet. Okay. Et pour faire ça, il vous faut en fait utiliser des solutions de network monitoring et observabilité réseau. Donc, c'est comme ça en fait, dans un contexte comme cela, qu'on a en fait gagné un de notre clients depuis longtemps. En fait, c'était même avant que Dora. C'est un gros banque européenne qui a démarré à travailler avec nous dans le contexte d'une investigation de la Banque centrale européenne qui s'appelle Single Supervisory Mechanism, et dans lequel, en fait, il était amendé, ils ont reçu un fine de 35 millions au temps, et puis réduit à 24,5 millions. Suite à les investigations concernant les processus et la technologie pour la résilience de l'infrastructure IT de la banque. Donc, sur la diapositive, en fait, à gauche, vous voyez en partie de la press release de la Banque centrale européenne qui démarrait en fait la discussion et le pourquoi de l'amende. Et comment on les a aidés? On les a aidés en donnant ce que j'ai mentionné avant. Donc, de la visibilité de bout en bout de ce qui s'était connecté dans le réseau et ce qui s'était transmis. Par exemple, dans les contextes de services critiques comme les ATM ou les SWIFT. Cela, je vous le mentionne pour vous dire qu'en fait, la résilience IT, ce n'est pas neuf. En fait, il date d'avant, mais ce qui a changé maintenant, c'est tout ce que je viens de dire et les processus avec lesquels il faut accomplir pour être compliant. Comment on fait? Comment on l'a fait aussi pour notre client? En fait, comme vous voyez ici, on collectionne plein d'informations qui viennent du réseau en utilisant des sondes passifs ou des collecteurs passifs externes au réseau. On n'interfère pas et on ne fait pas partie du réseau. On nous disons qu'on écoute à ce qui arrive dans votre réseau et on les corrèle et on les enrichit, comme je vous expliquais, et en rajoutant un index. Okay? Donc, c'est là, quant à l'observabilité, à ce qu'on fait pour notre client. Puis, je vais passer très vite sur
l'efficacité et l'efficience opérationnelle, de façon que Laurent puisse puis vous expliquer plus dans des détails ce qu'ils font avec des solutions comme la nôtre. Donc, on a développé et breveté en fait des algorithmes basés sur la machine learning qui font de la service triage et de la domain isolation. Service triage signifie quoi? En fait, c'est une façon de réduire les rumeurs, les bruits, en fait, et en réduisant en fait les alertes seulement à ce que c'est vraiment notable. Et les domain isolation, c'est en fait d'arriver à comprendre tout au début si les soucis, l'incident viennent du réseau, du client, du serveur ou de l'application. Et façon ça, notre solution en fait peut construire des maps comme ça, des interdépendances automatiques entre les différentes composantes du service. Et comme vous voyez, c'est même color-coded, de façon que ce soit encore une fois plus facile d'arriver à comprendre ce que c'est en train de passer. C'est tout de mon côté. Je te passe la parole, Laurent, et désolé pour en fait, peut-être je suis un peu allé loin. Non, c'est très bien. Merci Stéphano. Effectivement, on va se focaliser là rapidement sur la partie métrologie IT. Comme Stéphano l'a évoqué, on travaille sur des données. C'est le point le plus important dans la démarche d'observabilité ou de métrologie. Métrologie, c'est la science des indicateurs. Hein. Ça ne concerne pas que le monde informatique. Et notamment, je l'illustre par une référence de la Seconde Guerre mondiale, pendant laquelle la Navy voulait renforcer les avions qui revenaient du combat pour les rendre plus résilients et avait identifié là où les avions étaient le plus abîmés et on avait déduit qu'il fallait les renforcer à ce niveau-là, donc les ailes, la queue, comme vous le voyez. Et ils ont fait appel à Abraham Wald, un statisticien, qui leur a proposé l'inverse, c'est-à-dire de renforcer les avions là où ils n'étaient pas touchés. Pourquoi? L'approche d'Abraham Wald était de dire, on a analysé que les avions qui étaient revenus. Donc, s'ils sont revenus, c'est qu'ils peuvent survivre à des impacts sur ces zones-là. En revanche, les autres ne sont pas revenus. Donc, c'est que probablement, si on ne renforce pas le moteur, le cockpit, où on voit qu'il n'y a pas les impacts, eh bien, les avions ne reviennent pas. C'est une manière de mettre en évidence que on se base sur des données pour définir, mener une analyse, définir une stratégie, une orientation. Mais il faut s'assurer que ces données soient exhaustives. En n'ayant qu'une partie de l'information ou pas une vision globale, il va nous manquer des informations pour éclairer notre approche. Il sera aussi reproché à Abraham Wald de ne pas avoir tenu compte de certains avions qui ne revenaient pas du combat, non pas parce qu'ils avaient été touchés par l'ennemi, mais parce qu'ils avaient subi une défaillance moteur ou une panne de kérosène. Qui aurait pu amener à une amélioration de la qualité de la fabrication de ces composants également. Donc c'est là pour illustrer que voilà, on a besoin d'une vision globale, on a besoin de maîtriser les données que l'on a, de pouvoir les exploiter correctement et aussi de connaître les données qu'on n'a pas. Les données qu'on n'a pas pu collecter, parce qu'on n'est pas en mesure de le faire, parce que financièrement, ce n'est pas supportable pour les équipes IT, eh bien, il faut en tenir compte dans la démarche. Voilà. Avec de toute façon le seul et même objectif que l'on a tous sur ces solutions, l'amélioration du ressenti utilisateur, l'utilisateur étant la finalité de toute infrastructure IT, et résoudre, voire anticiper les incidents de production. Voilà. Ça, c'est un petit focus sur la donnée, puisqu'on ne va parler que de données. Données qui vont être collectées ou issues de plein de domaines dans la métrologie IT. Ça va des outils historiques, historiques, très longtemps existé, de supervision, les noms normalisés, ITIM, ETOM, etc. Nous avons de ces solutions, souvent mises en œuvre dans les sociétés, pas forcément sur les périmètres très larges, mais très existantes. Jusqu'à une orientation vers l'expérience utilisateur, où on va non pas seulement monitorer les infrastructures, mais comment l'utilisateur perçoit la qualité des services qui lui sont rendus. Et au milieu de tout ça, Stéphano l'a évoqué, la partie performance des applications. Là, on va rentrer au cœur des applications, au cœur des processus. Et en dernier lieu, c'est ce qu'on va détailler aujourd'hui, la partie observabilité réseau, en anglais l'acronyme NPMD, qui va se baser à la fois sur des données issues des équipements réseau ou des boîtiers d'optimisation d'infrastructure directement,
mais également d'un réseau de collecte que l'on va être amené à déployer. Donc, le Data Collection Network en anglais, c'est très conceptuel, hein, ça revêt toutes les manières d'aller collecter de la donnée dans l'infrastructure. Voilà. On parle de métrologie IT, on parle d'observabilité. L'observabilité, comme l'a été rapidement évoqué en introduction par Stéphane et Olivier, c'est d'avoir une vision globale, on y reviendra à la fin, plein d'outils transverses, assez verticaux, mais la finalité, c'est de les corréler pour avoir une vision bout en bout. Comment on collecte les données et où est-ce qu'on les collecte? En fait, les données, on va pouvoir les collecter un peu partout dans l'infrastructure IT. Des infrastructures qu'on maîtrise, nos sites, nos data centers, mais également des infrastructures sur lesquelles on est accueilli, hébergé, voire de l'applicatif quand on va parler de SaaS. Quand on parle de données, de quoi on parle? On parle d'un peu tout. Toutes les données qui sont exploitables par la métrologie. Donc, ça peut être du paquet, c'est la donnée la plus exhaustive. Alors, quand elle est chiffrée, il faut en tenir compte. Des flows, qui sont des informations un peu plus allégées concernant les transactions qui passent à travers l'infrastructure. Des métadonnées, ce sont des indicateurs, des métriques qui ont déjà été calculées, qui sont mis à disposition au même titre que de compteurs, hein, plus traditionnellement de la supervision. Toutes ces données vont être collectées via différents moyens. Le paquet, on va parler de span, de TAP, avec des approches et des usages différents des solutions. Toutes les sources de flow. Alors, faut faire attention sur ce terme-là. Il y avait le NetFlow normalisé par Cisco il y a quelques années qui a dévié dans plein de versions, soit éditeur, soit fonctionnel. Et donc, l'intérêt, c'est de pouvoir mettre en place des solutions d'exploitation des flows qui correspondent aux capacités de notre infrastructure. Ou à l'inverse, au moment de l'introduction d'équipements d'infrastructure, se poser la question de sa capacité. Voilà. Toutes ces données, on va les centraliser sur ce qu'on appelle des matrices, des packet brokers en anglais, qui font typiquement partie de ce DCN. Et l'intérêt, c'est de les compléter avec d'autres sources d'informations, comme du traditionnel SNMP et des logs. Si on focalise sur la mise en œuvre de cette collecte de données dans des data centers, les questions qu'il faut se poser. Déjà, c'est collecte permanente ou collecte ponctuelle. Si je pose la question d'habitude à n'importe qui, on va me dire autant être exhaustif, on va collecter partout. Oui, collecter partout, c'est bien, mais il faut avoir la capacité technique à le faire et financière. Forcément, il y a un lien entre les deux. Donc, il faut choisir des points de collecte permanents pour des besoins d'analyse rétrospective relativement constantes et faciles sur des périmètres assez stratégiques. Donc, on va se focaliser souvent sur les cœurs des infrastructures. Là, on voit le plus de flux. Et le ponctuel, ce sera plutôt le périphérique pour répondre à un besoin soit métier, soit un post-mortem, pas post-mortem, pardon, suite à des incidents où là, on va engager une démarche d'analyse et ça peut être aussi sur des sites distants. Le trade-off entre permanent et ponctuel, il est vraiment fonctionnel et lié à votre maturité sur votre infrastructure de métrologie. On va le mettre en œuvre sur des environnements physiques, c'est classique, on a l'habitude, mais ne pas oublier les environnements virtuels. Les communications au sein des environnements virtuels ne sont pas nécessairement masquées, offusquées pour les analyses. Il y a des solutions pour aller analyser les flux au sein de ces environnements et donc améliorer la visibilité globale de l'infrastructure. TAP ou span, débat, hein, est-ce qu'on introduit des paquets sur les liaisons ou est-ce que l'on va s'appuyer sur les équipements d'infrastructure pour collecter les données? Le span peut avoir un impact sur les performances et avoir des limitations en termes de débit, nombre de configurations différentes sur les équipements. Le choix du TAP peut parfois être la bonne solution, à minima pour de la collecte permanente. Voilà. Et derrière, notre conseil, c'est de centraliser l'ensemble de ces sources de données sur ces fameuses matrices pour bénéficier de toutes les fonctionnalités qu'on peut y embarquer, de la déduplication, du filtrage. Exemple, si vous n'avez pas prévu de déchiffrer un flux, on n'a pas nécessité à garder l'intégralité d'un paquet. L'entête va suffire puisqu'on ne déchiffrera pas le flux et la payload n'est pas intéressante. Donc, on va pouvoir la filtrer. À l'inverse, si on a capacité à déchiffrer, les matrices peuvent embarquer des certificats, déchiffrer les données. Pourquoi? Pour ensuite les mettre à disposition de nos outils. Les fameuses sondes NTMD, les sondes Viavi, mais également les mettre à disposition d'autres outils. Il n'y a pas que les sondes NTMD, les sondes d'observabilité réseau qui consomment du paquet. Des sondes de sécurité, des sondes aussi de compliance, comme par exemple pour les OIV,
ont besoin de ces données pour réaliser leur mission autour de la sécurité. Voilà. Et en mutualisant ces infrastructures à la fois pour l'observabilité réseau, l'observabilité sécurité et la compliance, vous mutualisez également les coûts. Ce n'est pas négligeable. Voilà. Quelques cas d'usage client que l'on partage avec vous aujourd'hui. La migration cloud, le move to cloud, vraiment une grosse tendance de fond qui, s'il n'est pas accompagné d'une approche métrologie, peut vous amener à le pire qui serait un échec de ces migrations avec un ressenti utilisateur mauvais, une expérience dégradée, des surcoûts liés à une mauvaise estimation de consommation de bande passante, voire des fonctionnements partiels de l'applicatif parce que on a oublié un flux d'authentification, un flux de backup ou je ne sais quoi. Donc, maîtriser l'application avant sa migration et pendant sa migration vers des infrastructures cloud, que ce soit du cloud privé ou du cloud public, c'est la même démarche. C'est relativement important. Nous, on propose une méthodologie relativement simple qui consiste à bien inventorier les applications que l'on va décider de migrer. On fait rarement une migration one-shot de tout le SI. On va découper par application ou groupe d'applications, analyser toutes les dépendances de ces applications, donc quels sont les flux qui gravitent autour des composants que je vais migrer, planifier les ressources en correspondance avec les besoins, que ce soit ressources compute, network, mais sécurité aussi. Et traditionnellement, on fait la photo avant et après, et surtout pendant. Donc, avoir une bonne vision des performances avant la migration pour pouvoir la comparer suite aux migrations. Il n'est pas rare que, ne serait-ce que d'avoir annoncé à nos utilisateurs qu'on allait migrer une application, ça génère des insatisfactions qui étaient déjà présentes avant, mais elles sont déclarées au moment de la migration. Donc, si on n'a pas la photo avant, on ne peut pas faire cette comparaison. Évidemment, pour pouvoir faire ces analyses, il faut avoir prévu l'outillage sur les infrastructures sur site avant migration et outiller les cloud providers. Donc, outiller les cloud providers, c'est une approche qui est un petit peu moins connue, mais aujourd'hui, on va y appliquer les mêmes méthodologies que traditionnellement sur les sites que l'on maîtrise. Donc, on va travailler soit sur du paquet, à travers de la collecte de flux virtualisés, soit quand ce n'est pas possible, on peut travailler sur des flows sous forme de logs. Donc, j'ai pris deux exemples, dans les environnements Azure et AWS, ils ont les technologies pour mettre à disposition des logs qui correspondent exactement aux flux qui transitent à travers des VM, des composants de l'infrastructure Azure ou AWS. En collectant l'ensemble de ces données, soit en les centralisant sur votre data center, soit en mettant des ressources d'analyse directement dans l'infrastructure cloud, vous allez pouvoir avoir une vision identique sur vos applications, vos services dans le cloud que vous aviez on-premise. Donc, les solutions que l'on connaît chez Viavi à travers la gamme Gigastore, Gigaflow et Apex on-premise s'utilisent quasiment de la même manière dans les environnements cloud. Ce qui nous permet d'avoir une continuité de visibilité. Voilà. Donc, à retenir, c'est vraiment anticiper l'outillage, anticiper le dimensionnement pour garantir la perception utilisateur avant, après la migration. Si vous avez des questions, j'en profite, n'hésitez pas, il y a un formulaire de questions, on y répondra à la fin. Là, on va essayer de respecter le timing. Petite nouveauté de la solution Viavi qui est très intéressante pour les équipes SecOps, c'est le Digital Certificate Analysis. En deux mots, vous allez avoir des tableaux de bord qui vont vous remonter tous les certificats utilisés, en tout cas dans les flux chiffrés qui transitent, avec les versions, les ciphers, les volumes, savoir si ce sont des certificats auto-signés ou par une CA, et surtout d'avoir les dates d'expiration et de pouvoir anticiper les renouvellements avant qu'ils arrivent. Donc, deux tableaux de bord très simples, préintégrés dans la solution à consommer. Voilà. Donc, c'est relativement récent, on l'a mis en place chez plusieurs clients et c'est déjà une fonctionnalité très utilisée. Ces solutions peuvent parfois paraître relativement complexes. Elles demandent une mise en œuvre effectivement anticipée, etc. Et on y collecte énormément de données et elles mettent à disposition énormément d'informations. Pour autant,
mener des analyses rapides et simples avec ces solutions est à la portée de tous et facilement distribuable dans l'entreprise ou en tout cas dans les services IT. Sur la base de simples 2 dashboards, on traite une grande majorité des analyses de performance des couches réseau quotidiennes que l'on a amenées pour le compte de nos clients. Entre les volumétries, les couples qui communiquent, adresse IP de serveur, port de serveur, les adresses IP clients, les sites clients, associés au nombre de transactions, aux indicateurs classiques de TCP, les retransmissions, les zéro window. Si vous y ajoutez les temps de réponse réseau et les temps de réponse applicatif, tout ça au sein de simples 2 tableaux de bord qui sont complètement filtrables ensuite par application, par site, par adresse IP, vous répondez à quasi 100% de vos demandes quotidiennes. Et ensuite, vous avez la capacité d'aller plus loin pour des analyses de fond à travers les fonctions de drill down. C'est relatif. Voilà, le message, c'est de dire, c'est simple à utiliser et il y a encore plus simple avec la solution Viavi. Stéphano l'a dit, tous ces indicateurs sont mixés avec un algorithme, une recette potion magique secrète de Viavi pour sortir le fameux End User Experience Score, qui est la fameuse note de 1 à 10 qui varie en fonction justement de ces différents métriques de la couche réseau. Donc, vous pouvez avoir une vision très, très simplifiée qu'est la note. La note se dégrade, c'est qu'il y a un problème. Et descendre rapidement à l'origine du problème. Est-ce que c'est le réseau? Est-ce que c'est l'application? Est-ce que c'est la volumétrie? Comment on passe de cette observabilité réseau à une observabilité IT? On l'a un peu évoqué, c'est la transversalité des données, des outils et être capable de mettre à disposition les informations pour le plus grand nombre. Un technicien d'exploitation, un architecte qui planifie sa migration cloud ou le DSI n'ont pas les mêmes besoins en termes d'indicateurs, de reporting, de granularité. Pour autant, tout le monde utilise les mêmes données. Donc, l'idée de l'observabilité, c'est bien de mutualiser les données, qu'elles proviennent des équipements réseau dont on a parlé là, mais également du monde applicatif, du poste de travail, de la supervision traditionnelle, des API aussi des fournisseurs d'applications, que ce soit des applications SaaS, du 365. Aujourd'hui, il y a des API disponibles pour collecter des indicateurs de performance qui sont à relativiser par rapport à vos ressentis propres, à travers des robots de test, par exemple, à travers l'analyse de flow. Voilà. L'ensemble de ces sources multiples, agrégées et mis à disposition pour tous les profils de l'entreprise, c'est ce qui va permettre de monter la DSI vers un vrai partenaire de valeur pour ses usagers. Quelques exemples concrets de mise en œuvre sur une vision 360 des applications. Alors, je vais aller vite, n'hésitez pas s'il y a des questions et puis vous aurez les slides. Le concept était de créer des tuiles qui changent de couleur, vert, orange, rouge, pas plus que 3 couleurs. Chaque tuile est un composite de l'ensemble des données qu'on a pu collecter sur une application, que ce soit des données réseau, des données applicatives, des tests de performance, de la supervision traditionnelle, etc. Si un des éléments de la chaîne de service, et c'est très important, de la chaîne de service de l'application est dysfonctionnel, on génère une alerte. Et ensuite, on va utiliser d'autres tableaux de bord pour descendre un tout petit peu plus loin dans l'analyse pour identifier l'origine du problème. Et on a donc capacité, via ces visions tête haute multisources, à mettre en place des tableaux de bord, notamment sous forme de weather map. La weather map correspond à une application donnée, c'est-à-dire que l'on va identifier tous les éléments de l'infrastructure traversés par les flux de mon application X ou Y. Et on va donc adapter les weather maps à l'application. Donc, plutôt que de partir du réseau et de se dire qu'est-ce qui passe dedans, on part de l'application et on dit voilà le réseau qui supporte ou les composants d'infrastructure qui supportent mon application. Et avec à chaque fois des indicateurs de performance réels issus directement des API de la solution Apex Viavi pour étayer les variations de performance sur mon application donnée. Voilà. On n'est pas au global, on est focalisé sur l'application, ce qui est une approche vraiment métier.
Et puis la finalité, évidemment, pour tout cela, c'est de s'assurer qu'on respecte les engagements. Donc, basé sur l'ensemble des collectes de données et les seuils que l'on a définis, eh bien, on va pouvoir calculer des SLI, donc des indicateurs de performance réelle constatés, que l'on va confronter évidemment aux engagements de la DSI. Et encore une fois, par application et dans le temps. Donc, c'est cette idée de portail qui agrège multi-données et avec multi-cibles qui nous amène vers cette observabilité IT exhaustive, holistique sur l'infrastructure. Voilà. J'ai fait assez vite, désolé, c'était pour rattraper le timing. J'espère que c'était quand même clair. Je crois qu'on a peut-être quelques questions qui ont été posées. Je ne sais pas encore bien l'outil. Je ne sais pas si Lucie, tu as vu passer des questions. Bon, je ne vois pas de questions. Petite information, je ne sais pas si vous avez vu le résultat du sondage, mais je le trouve particulièrement intéressant. Vous êtes plus de 53% à avoir mis en place, même de manière partielle, une approche observabilité. Donc, c'est déjà un très bon chiffre. Le point est de se dire, bah voilà, est-ce que cette partialité de ma mise en œuvre, est-ce qu'elle répond à mes besoins ou est-ce que je dois aller plus loin? Il faut vraiment avoir conscience de ces besoins et de ces manques. Pour certains, on a déjà pour 8%, on a une mise en place transverse, donc réseau, cybersécurité et application. C'est vraiment le sens de l'observabilité, de casser les silos. Et pour 3%, le sens du dernier point de la question du sondage qu'on avait posé, observabilité intégrée dans toutes les phases de conception et d'exploitation, 3% d'entre vous. Quand on a déjà une bonne maturité sur l'observabilité, c'est le point pour nous très important dans l'approche, c'est que cette observabilité elle soit soit intégrée à toutes les phases de conception et d'exploitation de l'infrastructure et par tout le monde. Ça ne doit pas être juste l'outil d'une équipe de support réseau ou d'une équipe de support application. Et en l'intégrant dans les phases de conception, nouvelle application, nouvelle infrastructure, comment je vais monitorer, comment je vais suivre la performance de cette application, ça doit être traité dès le départ. Voilà. Et ça, ce sera notre message. Je crois qu'on a Stéphano, on a définitivement perdu Olivier. Oui, ok. C'est comme ça aujourd'hui, malheureusement, ça arrive. Voilà. Je n'ai pas vu de questions. Je pense, Lucie, on pourra de toute façon partager les slides et les contacts s'il y a des questions ultérieurement. Il ne faudra pas hésiter à nous contacter. On pourra faire des focus sur des points techniques de la solution ou des cas d'usage. Un grand merci à toutes et tous. Et puis, je pense que Lucie, on en reste là pour aujourd'hui. Exactement. Merci à tous les 3 pour cette présentation. Merci à tous pour votre participation. Comme le disait Laurent, on vous partagera la présentation ainsi que le replay. Voilà, vous pourrez créer de nouvelles conversations avec ces 3 intervenants à l'issue de la session. Merci à tous et à très bientôt pour un nouveau webinaire avec le CRIP. Très bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.